Cher auditoire, chers contradicteurs, mesdames et messieurs membres du jury, bonsoir. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Serment d'Hippocrate, texte revu par l'Ordre des médecins en 2012. Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Article R 4127-7 de l'édition de février 2021 du Code de déontologie médicale. Toutes ces promesses de la médecine française nous laissent penser que oui, en France, nous soignons sans distinction entre les individus et que cela est louable. Qu'entendons-nous couramment par distinction? Nous entendons le fait de mettre un ou des individus au-dessus des autres, ce qui aboutirait, dans le cas de la médecine, à des inégalités entre les individus face aux offres de soins. En France, nous pouvons, du moins en théorie, nous vanter de jouir du même droit à la santé, peu importe qui nous sommes en tant qu'individus. Mais qu'est-ce qu'exactement la distinction? Ce terme se réfère à l'acte de distinguer, de reconnaître pour autre tel objet, ou dans notre cas, tel individu, en percevant les caractéristiques qui font sa spécificité. Et alors là, en France, au sein même de la pratique médicale, sommes-nous bien sûrs de distinguer les individus? Admettons un jeune homme, Joseph, 16 ans, qui a des difficultés à s'endormir et a des symptômes anxieux. Un jour, le directeur de sa pension lui donne un Xanax, un anxiolytique de la famille des benzodiazépines. Après cela, Joseph s'est senti mieux. Alors quand il rentre chez sa mère et que les insomnies et angoisses font leur retour, il demande un rendez-vous chez un médecin généraliste qu'il envoie lui-même chez un psychiatre qui lui-même lui prescrit à nouveau des benzodiazépines. Lorsque la mère de ce jeune homme relate ses inquiétudes quant à la prise de ces médicaments auxquels son fils devient peu à peu accro, le psychiatre rétorque « Mais vous savez, madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments. » Joseph Boudre décède le 29 décembre 2016 d'un cocktail fatal de benzodiazépines et d'opiacés. Revenons sur cette histoire. Comment se fait-il que face à un adolescent anxieux, la seule solution soit la prise de Xanax, molécule extrêmement puissante qui rend rapidement accro? La principale erreur du psychiatre de Joseph réside dans le fait qu'il n'a pas distingué son patient dans son individualité et les caractéristiques qui lui sont propres et a préféré taire ses symptômes comme il l'aurait fait avec n'importe qui par l'intervention de produits chimiques. Ce cas n'est évidemment pas isolé et cette tragédie me conduit à vous dire que lorsque les médecins donnent aux patients des traitements de façon presque arbitraire, sans tenir compte de leur spécificité, sans chercher à comprendre leur spécificité, nous ne pouvons pas, aujourd'hui en France, nous vanter de soigner en distinguant les individus. Ce manque de pharmacomodulation est profondément dû à un manque de distinction. Nous nous voyons prescrire du Xanax ou du Prozac à tort et à travers. Or, ces traitements, si prescrits sans distinction entre les individus, comme ce fut le cas pour Joseph, sont évidemment dangereux. Vous me direz, à très juste titre, que l'acte de soin ne se résume pas au traitement médicamenteux. Et à cela, je réponds qu'en France, on soigne sans distinction entre les individus, plus largement parce que, par métonymie, on voit l'individu comme une maladie et non comme un sujet malade. On ne fait donc pas la distinction entre les individus, on les rapporte à une maladie, plus exactement aux symptômes connus d'une maladie. Il n'est pas rare de voir en France une jeune fille en sous-poids, traitée comme une patiente anorexique alors qu'elle ne jeûne pas, ne se purge pas et que le problème est purement organique. À l'inverse, une jeune fille véritablement anorexique, mais qui n'est pas en sous-poids, ne sera pas traitée, ne sera pas soignée comme telle. Vous voyez bien là où réside la dangerosité du problème. Or, le sujet malade est un sujet individuel, à distinguer des autres. J'irais même jusqu'à dire que pour distinguer correctement la maladie, il faut distinguer le patient en tant qu'individu singulier. Et oui, la maladie existe parce qu'un individu est malade. Quid de l'individualité du patient? La médecine des techniciens de santé semble avoir pris le dessus sur la médecine des relations humaines. Nous constatons aujourd'hui que les données biologiques ou résultats de l'imagerie sont plus importantes que l'information clinique. Et alors,
sous une impulsion biologiste. Chaque maladie se trouve étroitement définie par un gène, un produit biologique, de sorte à ce que l'on s'attache davantage à classer les malades par maladie et non à soigner les individus en les distinguant entre eux. Pourtant, mais chaque médecin parmi nous le dira, ce qui fait qu'on devient et qu'on reste médecin, c'est bel et bien le côté humain de la science médicale. Afin de rétablir une médecine humaine et humaniste, tout en suivant évidemment le courant du progrès scientifique et technique, il nous faut rétablir une médecine de la distinction parmi les examens, les signes cliniques, les traitements, mais aussi et surtout parmi les individus. Le choix du soin et l'acte de soin se font dans le cadre d'une relation patient-soignant, c'est-à-dire d'une relation de particulier à particulier, qui appelle au concept très discuté d'empathie en médecine. Mesdames et messieurs, donnons à nos soignants et professionnels de santé les moyens d'opérer la distinction entre les individus. Demandons, exigeons de la médecine qu'elle soigne les agents pathogènes dans leur singularité. Ne soignons pas des maladies isolées, mais des individus malades. Je vous remercie. Cher public, chers amis, cher jury, bonsoir. Pour le physicien en herbe que je suis, c'était un réel plaisir d'écouter ma contradictrice nous proposer un cours aussi conceptuel, abstrait, subtil. Mais quel malheur, chère Mathilde, de tomber dans les déboires des théoriciens, incapables de se rattacher à l'expérience sensible et de prendre en compte toutes les structures tangibles qui font qu'aujourd'hui, non, en France, on ne soigne pas sans distinction. Bien sûr, la France est un pays qui possède un excellent système de santé, probablement l'un des meilleurs au monde. La sécurité sociale est un droit dont nous sommes fiers et qui est aujourd'hui indissociable de notre culture. Pourtant, elle est aujourd'hui souillée. D'un côté, car son incomplétude est exploitée par les mutuelles complémentaires, de l'autre, par le sinistre cortège de cliniques privées qui prolifèrent, grâce à l'acharnement des gouvernements libéraux successifs, à démanteler nos acquis sociaux à coups de suppression de lits et autres coupures budgétaires. L'hôpital public souffre. Ses infirmières démissionnent. Ses médecins font des tribunes. Ses sages-femmes sont dans la rue. Une seule conséquence possible, l'incapacité de notre système de santé à soigner sans distinction. Quand on n'a plus les forces nécessaires, il est inévitable de traiter certains patients de manière préférentielle. Alors que doit-on faire? Favoriser les plus jeunes et abandonner le troisième âge, car les premiers auraient plus de chances de survie que les seconds? Cette version revisitée du dilemme de Tramway, je ne doute pas qu'elle plaise aux philosophes. Mais enfin, la tâche des affaires publiques, c'est d'éviter à tout prix que le corps médical soit exposé à des choix si cornéliens. Or, nous avons tous et toutes constaté cette triste réalité. Si des patients attendent des heures durant, à l'hôpital, aux urgences, c'est parce que nous ne donnons pas les moyens nécessaires à l'hôpital pour soigner sans distinction. Si seulement cette peine n'était celle que des urgentistes. Mais à toutes les échelles, le sort s'acharne et jamais nous ne trouvons un semblant de soins administrés avec équité. Entre régions, tout d'abord, non, on ne soigne pas sans distinction. Depuis des années, les campagnes sont abandonnées et les déserts médicaux s'étendent. Qui pourrait affirmer qu'il est aussi facile de trouver un médecin spécialisé ici ou en Creuse? Qui oserait affirmer qu'il n'y a pas de distinction entre une capitale de région et Mantes-la-Ville, en Yvelines, qui compte 4 médecins. 4 médecins pour 22 000 habitants. C'est plus de 50 fois moins qu'à Paris, ça n'a pas de sens. Cependant, même au sein d'une région, entre hôpitaux, non,
on ne soigne pas non plus sans distinction. Comme je vous le disais, les cliniques privées envahissent notre paysage médical. Un bon service de santé doit désormais être laissé à la libre concurrence pour que celle-ci, par la main invisible du marché, l'amène au juste prix. Mais comment? Comment un service médical qui demande auscultation, radiographie, traitement complexe et pour finir, l'avis de plusieurs experts, comment un service si riche pourrait-il être optimal quand il est vendu au rabais? Aujourd'hui, en France, cette concurrence déloyale du privé, immorale quand il s'agit de notre santé, nous amène à renoncer à la merveilleuse maxime de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Enfin, au sein d'un hôpital, selon les discriminations habituelles comme le genre ou la taille du portefeuille, on ne soigne pas sans distinction. On y reproduit donc, entre autres, les biais qu'insuffle le patriarcat dans toute la société, notamment vis-à-vis de la banalisation des douleurs que les femmes devraient accepter. Le point du mari n'est heureusement plus une chose commune, mais aujourd'hui encore, les épisiotomies sont pratiques bien trop courantes, alors même que ces intérêts sont contestés. Avec un taux de plus de 20% en France contre moins de 6% en Suède, cet acte, vécu trop souvent comme un traumatisme, témoigne du tabou des violences gynécologiques. Et que dire de l'idée reçue et perpétuée selon laquelle, même par des professionnels de santé, selon laquelle les douleurs menstruelles sont naturelles et inévitables, alors qu'en réalité, elles sont trop souvent les symptômes de maladies dont on tait le nom, comme l'endométriose. Ces exemples, chères contradictrices, je suis sûr qu'ils ne sauraient vous laisser de marbre. Et je tenais à vous les imposer pour montrer à notre public que votre position est intenable, tant on trouve de problèmes qui rendent en France impossible un traitement équitable des patients. Moi aussi, à n'en pas douter, je rêve d'une nation où la sécurité sociale nous couvrirait à 100% toutes et tous. D'ailleurs, ce monde, cher public, j'y crois. Malheureusement, il approche à petits pas, peut-être pour se faire désirer par les plus précaires, ou peut-être parce que les plus puissants le répugnent, le rejettent et le combattent. Telle est la tragédie qui se joue et caractérise le lent mouvement des progrès sociaux. Histoire, que tu es lente et cruelle. Fort de cette élégante synthèse de Trotsky, conscient de notre réalité imparfaite, ne faisons pas l'erreur de croire que notre idéal est atteint. En nous aveuglant volontairement de la sorte, en nous faisant violence pour ne pas regarder droit dans les yeux les longs efforts qu'il nous reste à mener, nous risquons de ne pas trouver la force nécessaire pour entreprendre ces grands combats, afin qu'arrivent enfin les jours heureux où plus personne ne pourra prendre ma place pour affirmer que la santé est encore en France une histoire de privilèges. Chère Assemblée, merci pour votre attention. Mon cher contradicteur, je suis déçue. Je suis déçue parce que vous avez commencé votre discours en m'attaquant sur ma formation philosophique, en me disant que comme je réfléchissais avec des concepts, c'était abstrait. Les concepts sont donc de l'abstraction. Vous qui faites de la physique, les concepts que vous étudiez ne sont que de l'abstraction. Vous serez le premier à me défendre que c'est pourtant très concret. Je ne partage pas votre vision du fait que le concept est nécessairement abstrait. Pour moi, ce n'est pas vrai. Mais bon, vous argumenterez peut-être plus tard. Ensuite, vous dites, bon, à juste titre, c'est vrai que les assurances privées prennent le dessus sur les assurances publiques. En France y compris, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que dans nos deux discours, nous avons étudié la situation peut-être vis-à-vis d'un idéal et non comparativement à d'autres pays, puisqu'on nous demande si aujourd'hui en France, est-ce qu'on soigne sans distinction entre les individus. Eh bien, comparé à d'autres pays, il faut reconnaître, l'OMS le reconnaît
et même que le système de santé français est l'un des plus performants. Nous avons quand même beaucoup d'assureurs publics, et c'est vrai qu'en tant que Français, nous nous moquons souvent de nos amis les Américains en disant « nous, au moins, on a la carte vitale ». Bon, alors, cette attitude de moquerie est certes discutable, mais nous, au moins, on a la carte vitale. Ensuite, vous me parlez à nouveau, à très juste titre, de discrimination, en particulier selon le genre. Je pense que vous vous êtes bien douté que je n'étais pas aveugle à ces discriminations, que j'étais même assez sensible à ces discriminations. Vous me dites, je veux vous les imposer. Alors rassurez-vous, Guillaume, je ne vous ai pas attendu pour qu'on me les impose. À cela, je répondrai à nouveau de façon, vous me direz, abstraite, et je dirais de façon conceptuelle et philosophique, mais ça, c'est nos deux différences de formation qui font que nous pensons différemment. Comme le disait ma camarade Salomé, l'éducation, c'est un formatage de l'esprit. Bon, il y a quand même une petite distinction, pour le coup, entre distinction et discrimination. Alors, la distinction, en soi, je ne pense pas que la distinction, c'est le mal en soi. Du latin distinguere, teindre de couleurs différentes. Faire la distinction entre les patients, ce n'est pas encore tout à fait pareil que de faire une discrimination entre les patients. La discrimination implique une attitude de rejet. Comme vous l'avez dit, selon le genre, selon l'ethnie, enfin, plein de discriminations, je ne vous ferai pas la liste, hein, on les connaît toutes déjà bien assez puisque nous sommes de gauche, comme le disait mon camarade François. Donc voilà, et vous me direz peut-être, oui, mais la distinction aboutit à la discrimination. Non, non, on va faire un petit calcul. La distinction seule, c'est de la distinction. Distinction plus jugement fallacieux égale discrimination, et vous serez bien d'accord avec moi qu'il est meilleur de les abolir puisque nous rêvons tous d'un monde parfait et idéal. Voilà, merci. Chère contradictrice, vous reconnaîtrez que nous avons pris deux directions assez différentes pour attaquer la question. Plutôt que de vous rattaquer, je défendrai à nouveau ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas critiqué d'avoir présenté la chose sous un aspect conceptuel. Je vous ai reproché de ne pas l'avoir rattachée, comme les physiciens le font, à l'expérience sensible. Les entendez-vous? Il est pourtant bientôt 20 h. Plus jamais nous n'applaudissons les soignants. Je n'ai pas beaucoup parlé, même pas du tout, du Covid. J'aurais pourtant pu me faire plaisir avec une avalanche d'exemples qui témoignent de ce que, au cours des 2 dernières années, le service public, la santé française a subi. Non, nous ne ressemblons pas à des pays comme les États-Unis, à moitié effondrés, où une simple ventoline coûte jusqu'à 70 $. Mais comme je vous le dis, nos dirigeants font en sorte de nous y rapprocher. Si les cliniques privées prolifèrent, si la santé devient un marché, c'est parce qu'une idéologie est à l'œuvre. Et elle nous amène vers ce monde qui est celui où une ventoline pourtant vitale à certains coûte un tel prix. J'aurais pu aussi parler de ce que d'autres veulent nous proposer comme société française. Récemment, Zemmour qui disait qu'il faudrait, à l'hôpital, que l'on privilégie les patients français avant les étrangers. Tant d'exemples qui font, je pense, non, qu'on ne peut pas parler en France d'une santé qui soignerait sans distinction. Il y a des distinctions. Vous le savez vous-même. Entre hommes et femmes, entre Français et étrangers, qu'on appelle cela distinction ou discrimination, ne fait pas de différence. Le seul résultat, c'est qu'à la fin, certains sont soignés et d'autres non. Je vous remercie.